bienvenue sur Lex Inside. Au programme de ce numéro, le contrôle des concentrations, les indemnités de rupture de contrat de travail et enfin, les juristes sont sur Clubhouse. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Barry, associée chez Descartes, pour parler des tendances en matière de contrôle des concentrations. Laurence Barry, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les principales tendances en matière de contrôle des concentrations ? Merci beaucoup déjà de me donner l'opportunité d'aborder ce sujet avec vous. C'est vrai que chez Descartes, on a développé un outil assez unique pour nous permettre d'avoir des données très complètes sur le nombre d'opérations qui sont notifiées dans les différentes juridictions, la durée réelle des procédures de contrôle des concentrations et puis les remèdes qui sont éventuellement imposés par les autorités de concurrence. Grâce à ça, on a une vision assez complète, notamment de ce qui s'est passé en 2020 et de l'impact du Covid, qui est un peu la question qu'on se pose tous, sur le contrôle des concentrations. Moi, j'en retirerais 2 enseignements principaux. Le premier, c'est qu'évidemment, il y a eu une baisse du nombre d'opérations notifiées, on s'y attendait, baisse particulièrement importante des 2 côtés de l'Atlantique au second trimestre 2020. Mais ce qui est important, c'est que cette baisse ne s'est pas traduite par un relâchement du standard de contrôle des concentrations, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans les États membres. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que proportionnellement, même si le nombre d'opérations notifiées a baissé, le nombre d'opérations qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle une significant investigation chez Descartes, c'est-à-dire d'une enquête approfondie qui aboutit généralement à des remèdes, lui est resté stable et donc en proportion a plutôt augmenté, ce à quoi on ne s'attendait pas nécessairement. Le second enseignement, c'est clairement l'allongement de la durée des procédures d'examen, notamment en Europe, où en théorie, les procédures d'examen sont encadrées par des délais assez stricts. Quand on parle d'une procédure classique de phase 1 avec des remèdes, normalement c'est 7 semaines maximum. En réalité, les autorités ont des outils un peu informels pour allonger ces procédures. Et en 2020, on a vu des procédures qui sont particulièrement longues. Au lieu des 7 semaines dont je vous parlais, devant la Commission européenne, c'était plutôt 9 mois et demi. Donc c'est très significatif. Une différence très significative et quasiment 9 mois devant l'autorité de la concurrence en France également. Donc c'est là-dessus qu'on aimerait aussi attirer l'attention des entreprises. Il ne faut pas penser qu'en regardant les textes, on se dit « Ah, ça peut aller assez vite ». En réalité, c'est l'expertise qu'on peut un peu leur apporter chez Descartes, de leur donner une vision réelle de la durée que ça va prendre pour avoir une opération autorisée dans des cas un peu complexes. Et au niveau européen, est-ce que le Brexit a eu un impact sur le contrôle des concentrations ? Alors, pour l'instant, il ne faut pas oublier que même si le Royaume-Uni est formellement sorti de l'Union européenne, jusqu'au 31 décembre 2020, les procédures transitoires s'appliquaient toujours et donc le Royaume-Uni continuait à appliquer le contrôle européen des concentrations. Ceci étant, on sait déjà un peu à quoi s'attendre pour l'avenir. Et ce à quoi on s'attend, c'est évidemment une explosion des notifications au Royaume-Uni, même si c'est un régime volontaire, on s'attend à 50% de notifications en plus. Et mécaniquement, à l'inverse, une diminution d'environ 15% du nombre de notifications devant la Commission européenne, puisqu'on ne prend plus en compte le chiffre d'affaires réalisé au Royaume-Uni dans le chiffre d'affaires européen. Mécaniquement, ça fait diminuer le nombre d'entreprises qui passent les seuils pour du contrôle des concentrations au niveau européen. Et en France, qu'en est-il des décisions de l'autorité de la concurrence ? Alors en France, on voit très clairement ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de relâchement des critères de contrôle, puisque l'autorité a prononcé en 2020 sa première interdiction d'une opération de concentration. C'était une opération dans le secteur de la grande distribution, les centres Leclerc qui rachetaient des hypermarchés. C'est pas une opération d'une envergure incroyable en soi, mais elle est très représentative de l'importance qui est accordée par l'autorité de la concurrence à tout ce qui est agroalimentaire et grande distribution, parce que ça a évidemment un impact sur le pouvoir d'achat des Français, un impact très direct, et c'est des secteurs qui sont très regardés par l'autorité. L'autre secteur qui est très regardé, en tout cas de plus en plus par l'autorité, c'est le secteur de la santé.
Et là-dessus, le rapporteur général adjoint de l'autorité qui commentait les chiffres du rapport qu'on publie nous disait qu'effectivement, il voit vraiment une politique d'acquisition des grands groupes de santé privés qui se renforcent et qui, évidemment, nécessitent un contrôle approfondi de l'autorité. Alors, vous évoquez la santé, il y a un autre secteur qui est en général assez dynamique, c'est le numérique. Qu'est-ce qui se passe pour le numérique ? Alors, le numérique, c'est vrai que c'est un des grands focus des autorités de concurrence dans le monde. On pense aux amendes Google. Après, en contrôle des concentrations, ce qui est particulier, c'est que ça a été assez peu appréhendé jusqu'ici, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rachats de start-up ou de rachats d'entreprises dont les produits sont gratuits. Du coup, pas forcément de chiffre d'affaires associé, en tout cas pendant les premières années, à l'activité de ces entreprises. Et du coup, on ne passe pas les seuils du contrôle des concentrations. Évidemment, les autorités de concurrence veulent essayer de remédier à cette situation. Il y a plusieurs pistes qui sont en train d'être examinées. La première dont on parle beaucoup et dont vous avez nécessairement entendu parler, c'est le Digital Market Act de la Commission, qui prévoit notamment, s'il est adopté, que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et d'autres grandes plateformes qui pourraient naître dans le futur soient obligés d'informer la Commission européenne de toutes leurs opérations de concentration, quelle que soit la taille de la cible, y compris si elle ne fait aucun chiffre d'affaires. Et puis la deuxième piste, qui est encore plus immédiate puisque la réforme est déjà passée, c'est l'interprétation de l'article 22 du règlement concentration qui permet désormais aux États membres de renvoyer à la Commission européenne toutes les opérations qui leur paraissent potentiellement problématiques, même si elles sont largement en dessous des seuils. Et la présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle de Silva par exemple, a clairement dit déjà qu'elle comptait utiliser l'article 22 pour éviter que des opérations de concentration dans le secteur du numérique n'échappent à tout contrôle. Donc à suivre. À suivre, clairement. Merci Laurence. Merci à vous. Toujours dans Lex Inside et on va parler d'un outil de calcul des indemnités de rupture de contrat de travail avec Alexandra Sapferi, créatrice de mesindemnités.com et du cabinet Sagan Avocat. Alexandra, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir créé cette plateforme mesindemnités.com ? Mesindemnités.com est un calculateur des indemnités de rupture de contrat de travail. Et en fait, c'est une question sur laquelle j'ai énormément travaillé, surtout depuis 2011, puisque en fait, je me suis rendu compte, quand j'étais collaboratrice, qu'il y avait une divergence entre les attentes et les besoins de nos clients et la réponse qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'avocats. En général, on parle plutôt de droit, de procédure et de motifs. Et les indemnités, ce n'est pas quelque chose qui est traité tout de suite. Donc j'ai travaillé sur ces indemnités et puis ça prend quand même pas mal de temps. J'ai commencé à créer des outils et notamment des tableaux Excel. Et puis ensuite j'ai découvert en 2017 la Legal Tech et je me suis dit que pour un calculateur, un algorithme, ça marche très très bien. Et voilà, et donc du coup j'ai créé cet outil parce qu'il n'y avait pas d'autre outil que je trouvais suffisamment efficace sur le marché à cette époque et je crois que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc il y a déjà des outils existants, mais quelle est la plus-value justement de votre outil ? Alors, en fait, les outils qui existent, ce sont des outils qui sont un petit peu disséminés par rapport aux différents types d'indemnités qu'on peut calculer. Donc, sur mesindemnités.com, on calcule les indemnités du solde de tout compte, qui sont indemnités de licenciement, indemnités de congés payés, indemnités de RTT. On calcule aussi les allocations Pôle emploi avec la date de prise en charge en fonction des délais de carence. Et puis, on calcule les barèmes Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, jusqu'à présent, il fallait aller sur plusieurs sites pour avoir ces indemnités. Et ce qui est important, c'est que ces indemnités, en fait, elles se parlent et elles se répondent. Et il faut qu'elles soient traitées ensemble. Ça, moi, je le sais en tant qu'avocat. Et quand on est un particulier, un salarié ou alors même un employeur, en fait, on ne se rend pas compte que ces indemnités se parlent. Et donc, on ne sait pas qu'il faut aller les chercher toutes les trois. Et puis, par ailleurs, il y a un autre point qui m'a aussi marqué, c'est qu'on donne les indemnités en brut, qui est donc un montant théorique, qui est ni ce que le salarié va avoir dans sa poche, qui est le montant net, ni ce que ça va coûter à l'employeur, le coût employeur. Et donc, nous, on va faire des simulations des nets et des coûts employeurs pour donner l'information la plus utile possible à nos utilisateurs.
Quel bilan faites-vous de votre plateforme depuis son lancement en 2017 ? Alors, c'est un bilan qui est assez positif, dans le sens où on a eu des retours extrêmement positifs de la part de nos utilisateurs qui nous ont confirmé que l'information qu'on leur donnait était une information utile et qui les aidait vraiment. Par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui pousse pour l'accès au droit, qui est mon grand cheval de bataille. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'engouement pour l'accès au droit et j'en suis vraiment très contente. Et donc, ça aussi, ça pousse à utiliser mesindemnités.com. Après, sur un bilan qui est un peu plus difficile, c'est que la consommation du droit en ligne, c'est quelque chose qui existait pas beaucoup, qui existe encore, enfin, on est encore au balbutiement, on a été poussé par le Covid, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc, les utilisateurs, les salariés et les employeurs n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller sur Internet pour acheter du droit, en tout cas de l'information juridique. Et après, le dernier point, c'est que quand on est avocat, on ne s'improvise pas entrepreneur du digital comme ça, du jour au lendemain. C'est un nouveau métier, enfin plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles compétences que j'ai découvertes, qu'il a fallu que j'apprenne et que j'ai dû aussi progresser. Et voilà, et finalement, donc ça fait 4 ans maintenant. Donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même avocate et la même entrepreneur que j'étais à l'époque. Et je crois que j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour pouvoir proposer la meilleure des solutions possibles pour les utilisateurs. Pour conclure, quelles sont les perspectives à venir pour votre plateforme ? Alors, c'est une plateforme qui a un work in progress, comme on dit, permanent, parce qu'en fait, on essaye de rester vraiment au plus près des besoins de nos utilisateurs. Donc, on les écoute beaucoup, on les interroge beaucoup pour pouvoir améliorer notre plateforme. Et là, on ressort cette semaine avec une nouvelle interface qui est encore plus simple et avec un blog pour répondre à beaucoup de questions que les salariés et les employeurs peuvent se poser. Et par ailleurs, c'est un petit outil sans prétention quelque part, puisqu'en plus c'est vraiment un sujet de niche, c'est un sujet fondamental mais un sujet de niche. Et en fait, le droit du travail peut être digitalisé pour une partie, pour plein d'autres choses. Et donc mes indemnités, en fait, est l'outil pilote. Et derrière, on espère pouvoir automatiser et favoriser l'accès au droit des salariés et des employeurs. Merci Alexandra d'être passée sur notre plateau. Avec grand plaisir. Alors vous êtes toujours dans Lex Inside, les jurys sont sur Clubhouse, on en parle tout de suite avec Arthur Sauzet, consultant en influence en stratégie digitale. Arthur, bonjour. Bonjour Arnaud, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Super, merci de m'inviter aujourd'hui. C'est un plaisir et on va parler d'un sujet d'actualité. Les jurys sont sur ce nouveau réseau social dont on parle beaucoup, Clubhouse. Raconte-nous. Oui, exactement. En fait, ça s'est organisé de manière un petit peu rapide parce que Clubhouse, c'est nouveau. En fait, c'est un nouveau réseau social qui est arrivé, qui est un réseau social américain, qui explose en fait depuis 1 an aux US, mais là qui en France depuis 2-3 semaines marche bien. Et en fait, avec un groupe de juristes, on s'est vraiment mis sur Clubhouse depuis le début. Et on organise en fait des rooms, des espèces de conférences virtuelles participatives d'accès au droit pour les justiciables, quoi. On a parlé RGPD, on a parlé droit des startups, on a parlé de liquidation judiciaire. Et donc, c'est un réseau qui est super intéressant. Et je te remercie déjà de m'inviter aujourd'hui pour parler de ça. Et ça permet, je trouve, de créer de l'interaction en fait un peu particulière entre, d'une part, les juristes, les avocats et les justiciables qui ont quand même un besoin d'accès au droit qui est assez important, quoi. Ils n'ont pas forcément le réflexe juriste. Et concrètement, comment ça se passe ? Comment on déclenche une discussion ? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que sur Clubhouse, en fait, il y a ce qu'on appelle des rooms, qui sont des espèces de pièces de débat, pièces de discussion. Et tu as juste à créer une room, toi, tout seul, ou avec d'autres confrères, ou même des entrepreneurs. C'est-à-dire que nous, on a fait des rooms avec des juristes, des avocats, des chefs d'entreprise, et on commence à échanger ensemble, et ensuite, des spectateurs, des viewers montent à la tribune, donnent le retour d'expérience, peut-être posent une petite question, et ensuite, on échange, on répond. Tout ça de manière très, très simple, très fluide. Et au final, ça donne lieu à de grandes controverses ? Mais jusque-là, il n'y a pas eu vraiment tant que ça de controverses. Peut-être à part entendre parfois que les avocats étaient des escrocs, mais très rapidement, en fait, très rapidement estompé, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un défaut d'information
sur qu'est-ce qu'un juriste, qu'est-ce qu'un avocat, comment il travaille. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, dans le cadre pour retrouver en fait ce lien de confiance entre les justiciables, entrepreneurs ou même salariés et la fonction juridique de l'autre au sens large. Alors tu es consultant, je le disais en introduction, en stratégie digitale, en influence. Comment ça se passe pendant cette crise ? Écoutez, moi je trouve que cette crise, c'est vraiment une vraie opportunité pour les juristes, pour les avocats, de reprendre en influence. Pour les directions juridiques, c'est vraiment reprendre en influence auprès de la direction générale, des autres fonctions, financières, RH, achat, et pour les avocats, une opportunité de retrouver de l'influence vis-à-vis de leurs clients et d'avoir surtout une vraie stratégie d'acquisition client en ligne. Et c'est vrai que depuis cette crise, bizarrement, mon activité a augmenté durant cette crise, ce qui est vraiment une part de chance, je le reconnais par rapport au contexte, et j'accompagne des avocats sur la refonte en fait, de leur stratégie de communication, d'acquisition, de la création de contenu, que ce soit du podcast, de la chaîne YouTube, du contenu écrit, ou même maintenant du contenu sur Clubhouse, pour les aider à avoir une vraie stratégie, à prendre en influence et à chercher à toucher vraiment leurs clients avec les problématiques qui les intéressent. Et c'est vrai que maintenant que les gens sont chez soi, t'as pas l'opportunité d'aller au golf, t'as pas l'opportunité de networker à des cocktails comme tu le faisais avant. Mais finalement, de chez soi, de son cabinet, on peut réussir à communiquer, on peut réussir à être entendu, et surtout, est-ce que notre offre soit identifiée, identifiable, tout en augmentant son personal branding. Parce que mine de rien, en tant qu'avocat, c'est aussi toi, c'est ta personne, c'est ta méthode, ta manière de faire les choses. Est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité, un déclic chez les avocats et les professionnels du droit par rapport au digital, à la stratégie, à l'influence ? Il y a eu un déclic, non, mais une évolution qui s'est accentuée. Je pense que tu es bien placé pour le savoir, parce que tu es sur ce marché depuis quand même quelques années. Il y avait petit à petit une prise de conscience quand même depuis 2 ans sur soit sa manière de communiquer, soit sa manière aussi de travailler. C'est-à-dire peut-être éventuellement intégrer des outils digitaux dans sa pratique pour être beaucoup plus rentable et gagner en efficacité. Là, cette crise, ça a été la continuité de cette prise de conscience, mais qui s'est véritablement accélérée. Et je le vois, avant j'accompagnais essentiellement des petits cabinets un peu entrepreneuriaux. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'accompagner des plus grosses structures, donc comme quoi, qui peuvent paraître un peu plus traditionnelles aussi, et comme quoi elles aussi ont vraiment cette prise de conscience en ce moment. Merci Arthur pour ton éclairage, merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Je te remercie Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Lex Inside.